Tous les jours, vous voyez apparaître ces titres dans vos journaux. Il s'agit presque de faits divers. Des faits divers, malheureusement parfois mortels. Il y a 3 ans, en Suisse, la drogue, sous sa forme dure qu'est l'héroïne, a tué 13 personnes. L'an dernier, elle en a tué 60. 60 morts qui avaient entre 15 et 25 ans. Et ce n'est pas terminé. Si la lutte s'intensifie, le trafic international s'intensifie d'autant. Est-ce qu'il est possible de bloquer ce trafic? Possible de bloquer ce trafic, vous savez, c'est aussi une question, disons, de la production dans les pays producteurs. Prenez par exemple le Triangle d'Or. Ce qu'on peut faire en Europe, c'est bloquer peut-être l'importation illicite chez nous. Là, on travaille. Ce qu'on pourrait aussi faire, et on est en train de le faire avec l'aide des Nations Unies, c'est de bloquer la production illicite au Triangle d'Or, au Thaïlande, au Laos et en Birmanie. Le Triangle d'Or. Les hauts plateaux de Birmanie, du Laos et de la Thaïlande. C'est là que l'on cultive la mort, le pavot, cette fleur si belle qui donne l'opium dont on tire la morphine puis l'héroïne, et dont on évalue la récolte pour cette seule région du monde à près de 700 tonnes par an. Un millier de villages, de hameaux tirent de ce travail leur seule ressource. Hommes, femmes, enfants sont au champ du matin jusqu'au soir pour un salaire de misère. Ils cultivent de l'or, ils récoltent du plomb. Chaque année, au mois de février, ces hauts plateaux sont en effervescence. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont quelque chose à voir avec l'opium se préparent. La récolte va commencer. Tribus des montagnes, cultivateurs, mais aussi seigneurs de la guerre, armées locales et rivales, chimistes, trafiquants, financiers. Il y va de milliards de francs. Des milliards encore à l'état pacifique et bucolique de très belles fleurs. Dans certains villages, on cultive à la fois l'opium et l'haricot. On ne sait pas encore ce qui rapporte le plus. Les experts des Nations Unies l'ont bien compris, eux qui préconisent des cultures de remplacement comme le café. Mais ceci est théorie d'experts. Sur place, l'opium n'est pour les montagnards qu'un produit comme un autre. Le trafic, les profits énormes, la mort dans les villes du monde leur échappe. Ce qu'ils voient, c'est que le produit est très demandé et que plus loin, dans les vallées, des hommes en armes se battent pour se l'approprier. Nous sommes ici en Birmanie. De véritables groupes armés organisés se battent pour s'emparer des convois d'opium, escortés pourtant généralement de soldats. Chacun de ces sacs pèse un peu plus de 2 kilos. Il en faut 2 pour obtenir 500 grammes d'héroïne. C'est dire l'importance de la prise pour ce groupe de maquisards dont c'est pratiquement l'une des seules ressources financières. Maintenant, le trafic de la filière asiatique commence. Cette valise a été saisie à l'aéroport de Kloten, provenance Triangle d'Or via Hong Kong. Dans son double fond, de l'héroïne numéro 3, appelée aussi sucre brun, un mélange complexe et variable d'héroïne mal raffinée et de médicaments. Un mélange dangereux. Contenance de la valise, 3 kg 480, valeur 1 044 000 francs. Ces simples chiffres disent tout sur le trafic et sur l'imagination sans cesse renouvelée des trafiquants. Véritable défi et casse-tête pour les gouvernements et leur police.
En Suisse, les polices cantonales et fédérales estiment bloquer entre 5 et 10% du trafic international arrivant ou transitant sur le territoire. C'est pourtant un résultat formidable. Voici Amsterdam et son quartier chinois. La plaque tournante pour l'Europe, c'est là qu'aboutit par des voies le plus souvent complexes et détournées la plus grande partie du trafic de la filière asiatique. Les riches familles chinoises de Hong Kong y ont leurs représentants. C'est un peu la grande surface commerciale où l'on vient de loin pour se ravitailler. Ici, par exemple, le jeune Suisse qui achète 10 grammes d'héroïne pour les revendre chez lui, non seulement se paie son voyage et son séjour, mais encore réalise un substantiel bénéfice. Et c'est bien là qu'est le drame qui provoque l'échec de la lutte. À Amsterdam, la vente s'effectue dans la rue à peine discrètement. La police hollandaise lutte au coude à coude avec l'Interpol, sans illusion toutefois. Fermer Amsterdam, c'est ouvrir Londres, Hambourg ou Zurich. C'est peut-être courir à de plus gros échecs. Pour le moment, je dirais, on a des problèmes, mais on n'est pas au échec. Avoir des problèmes à quel niveau? On a des problèmes, pas pour la collaboration, mais on a des problèmes à recevoir toutes les informations concernant les détails des trafiquants. Par exemple, les trafiquants sont encore de temps en temps un peu plus vite que la police et c'est pour ça qu'on a encore tellement d'importations illicites en Europe et en Suisse. Et pourtant, Interpol Suisse collabore avec 126 pays et pourtant sur ces telex pleuvent chaque année un peu plus de 75 000 informations, dont une grande partie concerne directement le trafic de drogue. La police a l'air de connaître absolument toutes les ramifications, exactement comment ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas stopper? Vous parlez d'Amsterdam. Finalement, Amsterdam est quand même dans un pays qui nous est proche. Oui. Il faut peut-être voir une fois la frontière suisse. Vous la connaissez, je crois, assez bien. Si vous prenez Genève, par exemple, avec tous les frontaliers qui y passent tous les jours, de faire là des contrôles vraiment efficaces, soit par la douane, soit par la police, ou bien... Si vous estimez en saison, en grande saison en Suisse, vous avez un pays touristique, de faire là des contrôles douaniers comme il faudrait les faire si on veut faire vraiment des saisies, si on veut avoir un contrôle efficace, c'est impossible. Je regrette infiniment, mais c'est comme ça. Impossible en effet. Comment peut-on imaginer fouiller les millions de personnes qui traversent chaque année les frontières du pays? Des millions de fourmis, dont quelques centaines transportent de la drogue. Dans cette armoire, une partie des saisies de hashish et de ses dérivés réalisées durant les 6 derniers mois. Dans cette autre, et pour le même temps, les drogues dures. Chaque petit carton représente une autre affaire. Ici, de l'héroïne numéro 3. Zurich, Genève sont les plaques tournantes du pays. Villes dotées d'aéroports, elles sont à la grande surface commerciale d'Amsterdam, une sorte de magasin solidement achalandé. La revente y est organisée directement par les fourmis, rarement par de très gros trafiquants, d'où l'échec de la police. Nous sommes ici à Genève, sur le quai marchand les eaux vives. Chaque jour, une cinquantaine, parfois davantage, de jeunes toxicomanes vient s'y ravitailler. La police est là également, discrète ou bien en vue. La loi sur les stupéfiants, modifiée en mars 1975, a également modifié le rapport des forces. Les simples consommateurs, pour autant qu'ils ne trafiquent pas, ne sont plus conduits en prison. À Genève, les toxicomanes sont plusieurs centaines, recensés officiellement. La brigade des stupéfiants, pourtant l'une des plus efficaces de Suisse, ne compte qu'une quinzaine de spécialistes. Comment dès lors exiger d'elle les résultats définitifs? Ce qu'elle cherche avant tout, c'est de remonter les grandes filières, qui commencent tout en bas de l'échelle, comme ici. À gauche, le vendeur, à droite, le consommateur. Cent mètres plus loin, la même scène se reproduit, au vu et au su de la police, pour qui ce n'est que le début d'un long et fastidieux travail. Finalement, dans un milieu comme celui de la drogue, où tout est assez secret, pourquoi choisir un lieu comme celui-ci, qui est un lieu hautement touristique pour venir échanger, acheter Oui, bon bah ici bon là c'est en hiver maintenant, mais en été ça va vachement bien parce que
il y a du monde, justement, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde qui est là. On a beaucoup plus de facilité à se défiler. Et puis, quand la police arrive, ma foi, on a plus de marge, on peut mieux partir. C'est essentiellement ça qui a Ouais, dicté. ouais, Mais c'est pourtant, ça. les policiers de la brigade des stupéfiants sont là à chaque Ouais. fois, ou bien? Oui, ils sont là, on les voit toujours, il y a une voiture d'un côté ou l'autre, on les voit très bien, on les voit arriver, quoi. Mais ils n'arrivent pas à nous bloquer. 15 contre plusieurs centaines, lutte inégale sans cesse recommencée. La police interpelle, vérifie, arrête, met à disposition de la justice un drogué qui, vitalement, ne peut se passer d'héroïne et qui recommencera sitôt sorti. Il faudra à nouveau l'interpeller, l'arrêter dans une spirale sans fin qui conduit la police à la lassitude, pour ne pas dire à l'échec. Pour vous, responsable de police, le fléau, c'est la drogue ou les trafiquants? Il est difficile de répondre de façon catégorique. Le consommateur, s'il n'a pas les moyens de s'acheter sa drogue, devient un délinquant. Il devient un délinquant puisqu'il doit trouver l'argent nécessaire à son approvisionnement. C'est pourquoi on ne peut pas négliger non plus les consommateurs et nous attacher uniquement aux vendeurs ou aux trafiquants. Il est bien entendu que, vu l'importance du trafic et l'importance du nombre de drogués à fournir, la lutte contre les revendeurs et les trafiquants est la plus importante. Et c'est surtout à ce but que nous attachons présentement. Qu'est-ce que vous pensez des trafiquants vous-même? Je pense que leur but, bien sûr, c'est de se faire de l'argent, mais j'estime que c'est la façon la plus abjecte de faire une fortune. Et c'est malheureux à dire, mais ces gens-là, ceux qui sont bien organisés, gagnent de l'argent. Le métier n'est pas sans risque, bien sûr, et tôt ou tard, les réseaux se recoupent et on arrive à saisir, à découvrir une certaine partie d'entre eux, mais il est souvent difficile d'arriver jusqu'à celui qui, disons, manie uniquement les ficelles de l'entreprise. Qu'est-ce que vous étiez, vous, un consommateur trafiquant ou un trafiquant consommateur? Moi, j'étais consommateur et je suis devenu trafiquant par besoin, parce que à fur et à mesure que les doses augmentent, on arrive facilement à 1 gramme par jour, ce qui, ça fait 300 francs. Puis en travaillant pas, c'est pas possible. Alors, on achète par 10 grammes aux vendeurs. Puis il y a des gens, en ce qui me concerne, des gens qui fixent déjà. Je revendais des grammes, quoi, en gagnant de la poudre dessus. C'est-à-dire que sur 8 grammes, j'avais peut-être 2 grammes gratuits, mais je gagnais pas d'argent. Je gagnais ma marchandise. C'était une obligation pour vous, le trafic? Oui, c'est devenu une obligation. C'est devenu une obligation. Parce que en Europe, c'est à des prix effarants, parce que les gens prennent des risques. Et puis quand on est obligé de fixer, le matin, si on se lève, on n'a pas le fixe, c'est pas possible. Alors forcément, on achète plus gros, on achète même souvent on va vers des gens qui nous font confiance, qui nous connaissent bien, qui nous donnent leur fric, et puis on obtient 10 grammes qui sont pesés, quoi. Alors en général, si vous en achetez par 1 gramme, c'est des moitiés de grammes au prix d'un. C'est un monde très secret, le monde du trafic, très protégé. J'entends Ouais, entre vous, est-ce que vous vous protégez? Est-ce qu'il y a des dénonciations ou bien si ça reste extrêmement... Non, en Suisse, les gens m'ont assez déçu dans ce milieu-là. J'ai pas mal voyagé, j'ai vu dans d'autres pays, ils se tenaient quand même plus. Ici, le type qui arrive chez les flics, il s'allonge, il raconte tout ce qu'il a à dire, puis il se dira, on me foutra la paix plus vite. Mais en trafiquant, c'est déjà plus secret. Ça veut dire les gens qui se vendent par 10 grammes. Voilà. À 10 grammes, c'est déjà un trafiquant de quelle importance? C'est déjà un trafiquant que s'il se fait prendre pour ce qu'il fait, effectivement, il prend 2-3 ans. Mais j'entends dans le milieu, est-ce qu'il est un gros trafiquant? Oui, parce que s'il vend par 10 grammes, il achète au moins par 100 grammes. Pour pouvoir vendre 10 fois 10 grammes. Et effectivement, c'est très juste, il y a les deux. Il y a le consommateur qui devient un trafiquant par le besoin, par le manque. Et il y a le trafiquant qui fait ça dans un but uniquement lucratif
et qui, à fur et à mesure, au bout de 3-4 mois, commence à faire des sniffs. Je dirais que le trafiquant ne fixe pas. Il ne fait pas d'injection. Mais Donc il brise. le trafiquant qui veut gagner de l'argent. Ouais. En fait, ouais. Même au début, il ne touche pas à sa marchandise. Au bout de 3-4 mois, on commence à être dans des appartements. Il ne fait plus qu'1 ou 2 clients par jour. Il reste chez eux. Et puis il commence à briser, à sniffer. Et là, c'est tout aussi toxique. C'est tout aussi toxique. Et le type, au bout de 2 mois, il commence déjà à briser. On brise beaucoup plus vite, beaucoup, qu'en fixant. C'est-à-dire qu'en brisant, on fait vite 1-2 grammes par jour. Et lui, il en a des sachets pleins sous la main. Et au bout de 4-5 mois, il est tout aussi crochet que ses clients. En fait, il s'y prend comment pour se faire une clientèle? Est-ce que c'est vrai que, par exemple, certains trafiquants vont près des écoles, etc. Oui, c'est vrai. Mais nous, junkies, c'est les fixeurs, on répugne vraiment ça, parce qu'on n'a vraiment pas envie d'emmener quelqu'un dans ce milieu. On n'arrive plus à s'en sortir, mais on ne veut pas qu'il y en a d'autres qui rentrent. Alors, qui vont c'est vraiment le trafiquant qui est encore, même au stade où il ne touche pas à sa marchandise. Alors il se fait une clientèle, bon en Suisse ça va quand même chercher à 14-15 ans, quoi. Aux États-Unis c'est déjà à 10 ans. Mais ici déjà à 14-15 ans, on dit bah tiens je te donne, tu fais une sniffette, tu verras c'est pas mal, et puis il lui donne 1 ou 2 grammes, et puis au bout d'1 ou 2 grammes, un matin il n'en a plus, il est mal. Il va, je suis mal, qu'est-ce que tu crois que c'est? Il me dit il faut en reprendre. Puis il dit, tu peux pas m'en redonner. Il dit, écoute, je suis un peu serré. C'est gratuit, alors, au début. Oui. Une incitation. Ouais. Bon, quel est le plus jeune, excusez-moi, quel est le plus jeune consommateur que vous ayez connu, par exemple, à Lausanne, ou à Genève, en ou Suisse. en Suisse romande? En Suisse romande, 13 ans. Je vous cite un exemple là. Moi, j'étais à Genève, j'ai cherché ma dose, et il y avait un type, il était resté 1 heure dans le bistrot où ça se vendait. Il demandait, t'as pas du shit, du hashish, t'as pas du shit, t'as pas du shit. Tout le monde disait non, j'ai pas de shit, j'ai de la poudre. Et au bout d'1 heure, je pense que le samedi passé, ils avaient fumé, des jeunes écoliers, puis ils voulaient en retrouver, ils en ont pas retrouvé. Pour finir, il est allé vers le type, il dit, t'as pas du shit? Il dit, non, je t'ai déjà dit, j'ai que de la poudre. Il dit, mais qu'est-ce que c'est encore ça? Il dit, mais tu prends, tu sniffes, voilà. Et le type, il en est arrivé à acheter ça parce qu'il y avait plus de shit sur le marché, parce que le shit, ça rapporte moins d'argent. Et moi, j'ai pas revu ce type-là. Bon, j'ai vu quand il a fait son premier sniff au bistrot. Mais c'est bien clair qu'avec ce gramme, si c'était à 2 dessus, ça a dû leur plaire. Et que le week-end d'après, il a dû en racheter. Terrible réalité, la drogue existe à l'école, elle n'y est sans doute pas vendue, mais le prosélytisme y est actif dans ce qu'il a de plus abject lorsqu'il s'agit de trafiquants. Ce sont des criminels, surtout qu'ils gagnent de l'argent justement en vendant cette matière qui est, à mon avis, néfaste au plus haut point. Vous avez dû vous poser la question, si c'était mon enfant, qu'est-ce qui se passe? On se pose la question quand on est inspecteur de la brigade? Oui, je crois qu'on s'est souvent posé la question, même entre collègues, on a souvent discuté de ces problèmes. Si un de nos enfants était, disons, un héroïnomane, qu'est-ce qu'on ferait? Mais c'est un gros problème pour les parents. Et quelle est la réponse que vous apportez? C'est-à-dire que on en a... Moi, à mon avis, je pense que, disons, il faut encadrer l'enfant, le sortir justement du milieu de la drogue, et c'est pas toujours facile. Mais c'est pas peut-être en restant à Genève qu'on y arrivera. Les drogués vous considèrent comme quoi? Comme des policiers, comme la répression en marche, comme... Certains nous considèrent comme policiers, d'autres nous considèrent comme... personnes pas comme les autres, naturellement, mais viennent discuter avec nous de ce côté-là. Avec certains, nous n'avons pas de problème. On vient vous demander de l'aide, parfois? Oui. Sous quelle forme? Oh, sous des formes diverses. Des individus, par exemple, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus que faire, viennent nous demander où ils peuvent aller. Parce que d'une part, ils n'ont pas les moyens, puis d'autre part, ils ne savent plus où aller. Et pour nous, c'est difficile de les aiguiller, justement. On essaye justement de prendre contact avec des médecins. Mais c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Le phénomène de la drogue, de l'héroïne, puisque nous parlons d'elle, n'est pas seulement le fait des grands centres urbains. Aujourd'hui, tous les cantons sont touchés, sans exception. Toutes les vallées, presque tous les villages. Même le Valais, qui semblait jusqu'ici le plus préservé, doit malheureusement se rendre à l'évidence. Derrière ces murs se cachent les mêmes drames qu'à Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Lausanne ou Genève. Moi, je pense que l'évolution du problème drogue en Valais est très liée à l'interprétation faite par l'opinion publique. Il y a eu une période, si vous voulez, il y a 3 ans environ, où il y avait une certaine ignorance par rapport à l'existence d'un problème drogue ou d'un phénomène drogue. Puis il y a eu une certaine période de découverte, mais avec des tentatives de camoufler le problème pour des raisons qu'on peut bien imaginer. Et puis une troisième phase, c'est peut-être celle que nous vivons actuellement en Valais, où le problème est révélé, ou si vous voulez, il n'est pas plus fort qu'ailleurs, mais c'est le stade de la découverte. Découverte qui a été faite, par exemple, il y a 3 ans dans certaines localités, Genève, Lausanne, etc. C'était un sujet tabou avant cette période de réflexion actuelle? Peut-être que c'est un sujet tabou dans le sens qu'il suppose en même temps une remise en question de la jeunesse et de la position des adultes en face de la jeunesse. Il n'est pas tabou pour la substance elle-même. Je pense qu'il est tabou pour sa signification profonde. Parler de drogue, c'est forcément en arriver à devoir remettre en question certains facteurs essentiels, éducation, agents de socialisation, etc. Et c'est là qu'il devient douloureux d'en parler. Seuls les centres urbains sont touchés? Non, pas du tout. On peut dire que depuis peu de temps, on constate que le phénomène pénètre également les villages d'une façon assez précise. De quelle manière? Il ne faut pas oublier que le jeune apprenti, par exemple, ou étudiant, ne reste pas cantonné dans son village, mais qu'il va en ville pour acquérir une formation. Il n'est donc pas plus à l'abri qu'un autre par rapport au phénomène. Ça se manifeste, si vous voulez, d'une manière très proche de tout ce qu'on a pu constater dans des localités de 12 000 habitants. Il n'y a pas de particularité au niveau du mode de consommation, etc. Il y a un phénomène de rejet de la société villageoise par rapport aux drogués? Je pense qu'il y a surtout une énorme crainte, c'est la crainte d'avoir un drogué dans son village. On dramatise très vite, on ne s'entend pas bien sur le terme même de drogué, et il y a très vite une réaction de panique. La panique est liée, il y a une notion de faute véritablement, et si vous voulez, le rejet va pouvoir s'en suivre. Mais quelle serait la réaction de vos parents ou de votre entourage si on vous voyait? Justement, c'est cette expérience de drogue que j'ai faite. Peut-être pas tout le monde le sait. Et puis, pour mes parents, c'est terrible, quoi. C'est terrible de penser d'avoir un fils qui était si bas, quoi. Parce que pour eux, c'est vraiment la décadence, la débauche. Enfin, vraiment, tomber plus bas, on peut pas. Alors, bien sûr, il y a toute cette grande quantité de gens qu'elle fréquente un peu tous les jours, qui iraient vers elle puis qui lui diraient c'est terrible quand même, on ne savait pas. Évidemment, les moyens financiers, arriver au stade de l'héroïne, ça suppose tout de même peut-être avoir certaines capacités de travail ou diminuer. Ça va supposer aussi peut-être un rejet de la part des employeurs, donc l'impossibilité de trouver un travail. Il faut chercher par tous les moyens. Alors les moyens, ça va pouvoir être parfois des larcins, des actes de petite délinquance si vous voulez, ou parfois même il peut y avoir d'autres formes, la prostitution pour les filles et pourquoi pas même pour les garçons. Ce sont des cas que vous avez pu constater ou... Tout à fait. Ils ne sont pas la particularité, on ne voudra pas dire que c'est particulier à des villages, mais dans notre réalité valaisanne, c'est actuellement une façon de se procurer de quoi payer la substance. Est-ce que c'est un phénomène qui touche, comme ailleurs, tous les milieux sociaux? Sans exception, oui. À ce point de notre enquête, il est nécessaire pour bien comprendre l'ampleur du désastre de regarder ces images. L'héroïne tue après avoir donné beaucoup de plaisir. Mais ce plaisir, aussi intense soit-il, mérite-t-il que les jeunes gens meurent? L'héroïne, qu'il ne faut pas confondre, c'est essentiel, avec les drogues mineures. L'héroïne tue, tôt ou tard, généralement tôt.
Le mécanisme est tragique, cruel, effrayant d'efficacité. L'accrochage à l'héroïne est rapide, une première piqûre, une deuxième, un plaisir intense ensuite recherché en vain dans une multitude de piqûres devenues nécessaires, indispensables pour ne pas mourir. Cela avec des risques de dose trop forte, l'overdose, ou pas assez forte, le manque. Le manque, le syndrome de sevrage, c'est que la cellule nerveuse a été habituée, et très rapidement, avec l'héroïne, ça se passe après la première ou la deuxième piqûre, très rapidement à cette sorte de nourriture privilégiée qui est l'héroïne. Et elle s'habitue à fonctionner avec cette sorte de pseudo-aliment qu'est l'héroïne. Vous privez cette cellule nerveuse de cet aliment. Mais c'est exactement comme chez l'alcoolique chronique qui arrête brusquement de prendre l'alcool. Il y a des phénomènes qui se déclenchent, la cellule nerveuse réagit par des manifestations physiques, des troubles du comportement, des convulsions et tout et tout. Et le toxicomane à l'héroïne, lorsque sa drogue n'est plus là, commence à avoir des symptômes extrêmement douloureux. C'est simplement parce qu'il a besoin. Prenez un diabétique avec l'insuline, il est aussi pharmacodépendant, c'est une pharmacodépendance admise, médicalisée, légale si vous voulez, mais il y a une dépendance qui lui est nécessaire. S'il ne prend pas son insuline, eh bien, il risque de faire une hyperglycémie, c'est-à-dire d'avoir trop de sucre dans le sang, et de mourir. Sans entrer dans des détails qui pourraient paraître sordides, est-ce qu'on peut faire une comparaison de douleur pour que les gens imaginent bien ce que ça peut représenter, le manque? Et imaginez d'avoir des nausées, d'avoir pris un aliment qui ne vous a pas convenu, qui vous donne des douleurs abdominales, des diarrhées. Multipliez ça par 20, par 50, par 100, et puis vous aurez les douleurs qui apparaissent le deuxième ou troisième jour chez un héroïnomane grave. Que reste-t-il dès lors à la médecine officielle pour essayer d'enrayer cette chute vers la mort? Dans un premier temps, le sevrage clinique, autrement dit l'action d'effacer la souffrance physique chez le drogué, en lui administrant des médicaments de remplacement qui, hélas, connaissent leurs limites dès qu'on atteint au domaine psychique. Lorsque vous avez dégringolé, là, jusqu'à peser 52 kilos, d'avoir toutes sortes de maladies, vous avez pu vous en sortir vous-même, ou bien on est... Non, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je suis arrivé à un stade où bon, je m'en suis rendu compte. J'avais mon ami qui était mort. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai pas spécialement remarqué son absence. Il a fallu plusieurs semaines pour que je me rende compte qu'il soit mort. Un copain à vous qui était parti avec vous? Oui, enfin, on vivait ensemble. On se débrouillait pour faire les arnaques tous les jours, pour avoir le pognon. Mais bon, il a fallu plusieurs semaines pour... Quand j'ai constaté ça, je me suis un peu mis comme devant un miroir, et puis j'ai dit aïe aïe aïe. Et il faut rentrer à la maison. Parce que je me suis dit, c'est la mort. Et là, on la sent. Elle fait peur, ou bien? Non, enfin, quand vous êtes devant elle, elle fait pas peur, mais c'est inutile. Là, il faudrait peut-être aussi enlever les illusions de beaucoup de personnes qui disent « mais voilà, j'ai un fils toxicomane, il n'y a pas de problème, je l'envoie au médecin, je l'envoie au psychiatre ». Et on nous demande alors de résoudre des problèmes qui ne sont pas uniquement le problème de la drogue en soi, mais tout ce que la drogue cache. Parce que des moyens médicamenteux, comme je le disais tout à l'heure, il y en a, mais c'est simplement pour la période aiguë. Donc, empêcher quelqu'un de mourir. Mais tout le travail vient après, et je dois dire que peu de médecins ont conscience de cela, et peu de médecins savent le faire, et peu de médecins ont envie de le faire. Alors, punir ou soigner?
Hôpital ou prison? Doit-on ranger à jamais les drogués sur de vulgaires fiches d'ordinateur, les admettre comme une simple tare de plus apportée au passif de notre société? C'est vrai que l'on peut éloigner de la société le drogué en l'enfermant dans une prison pour le punir, en l'enfermant dans un hôpital pour le soigner. Mais cela n'est-il pas un nouveau constat d'échec plus important encore? La réponse, c'est peut-être au niveau politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'abbé Pierre, on se souvient de l'abbé Pierre, tout récemment. Il me disait, moi, ça m'est difficile de comprendre, je n'ai rencontré des centaines de drogués, mais j'ai un peu le sentiment qu'au Moyen-Âge, ceux qui, aujourd'hui, sont des drogués, auraient été des gens qui seraient partis à l'aventure, qui seraient réfugiés dans des couvents, sortis de la société. C'est un peu cela, je pense, aujourd'hui. Si bien qu'il faut, même si l'on est répressif, même si l'on veut traiter les criminels que sont les trafiquants comme des criminels, de vrais criminels, il faut tâcher d'aller au-delà et de trouver des formules pour créer une société, de petites sociétés, de microcosmes de sociétés peut-être plus fraternelles. En fait, je crois que c'est peut-être un grand mot, mais en réalité, les drogués ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection. D'amour et d'affection. Et que si on n'est pas porté vers eux, à part beaucoup d'amour, cet amour justement dont ils ont manqué peut-être dans leur famille, cette justification du sens de la fraternité que l'on ressent au coude à coude avec les gens dans son métier, dans son parti politique, dans sa religion, alors c'est en essayant de recréer ces structures-là qu'on luttera quand même le plus efficacement contre ce mal. La population a peur, dans le fond, de ces témoins d'un certain échec que sont pour elle les drogués. Alors on veut les fusiller. C'est la meilleure façon, disons, de démontrer, la société faisant cela, qu'elle n'a pas compris. Par contre, il est bien clair que le drogué étant lui-même à un certain stade de dépendance, aussi un petit trafiquant, alors il peut devenir indispensable à un moment donné de les reléguer, de les faire quitter la société parce qu'il créerait des prosélytes. Il ferait des prosélytes. Mais les fusiller, non. Il faut tout tenter pour essayer de les soigner, tenter de les convaincre de se soigner, puisqu'on ne peut pas les obliger à se soigner, on ne peut pas couper la jambe à quelqu'un qui a la gangrène à sa jambe. On essaie de le convaincre que la bonne formule, c'est de lui couper la jambe. Bien, un drogué, c'est la même chose. Mais alors, si vraiment dépendant, faisant un petit trafic, n'ayant pas d'autres moyens de vivre et de se droguer que de faire du trafic et de faire du prosélytisme, alors oui, à ce moment-là, il faudra trouver et créer des maisons où il sera peut-être incarcéré à des fins de traitement, et s'il ne le veut pas, il soit relégué hors de la société dans une mesure qui restera quand même compatible avec la défense et le respect des droits de l'homme. Relégué hors de la société. Terrible menace qui pèse sur les toxicomanes. C'est vrai qu'au sens de la loi, on ne peut nier leur délinquance. Mais n'y a-t-il pour eux d'autres solutions que la prison? Lorsque vous réclamez une lourde peine de prison pour un trafiquant consommateur, est-ce que vous avez le sentiment que ça va être la solution, la prison? Il est clair que la loi et la répression pénale qu'elles organisent, si elles peuvent, dans une certaine mesure, limiter l'accès aux drogues, si elles peuvent dissuader un certain nombre de jeunes gens à se livrer au trafic, ne résoudront pas à elles seules le problème de la toxicomanie. Mais ce que nous voyons tout de même parmi nos jeunes toxicomanes, ce sont des gens qui ont à un moment donné cédé à la tentation de la drogue, qui ont été attirés aussi par les bénéfices que procure ce trafic, mais qui ne donnent pas l'impression d'avoir une personnalité définitivement altérée par l'abus des stupéfiants. Et à l'égard de ces gens-là, eh bien, une peine sévère peut avoir un effet de dissuasion pour eux aussi, pas seulement pour l'ensemble de la société, mais pour eux-mêmes, un effet de dissuasion certain.
En est-on bien sûr? Pratiquement dans chaque prison, le trafic de drogue existe, c'est prouvé. Pour un toxicomane, là plus qu'ailleurs, la dose peut sembler nécessaire, non seulement physiquement, mais surtout psychiquement. Alors chacun est déconcerté. Écoutez. La toxicomanie entraîne une augmentation marquée de la criminalité, si c'est ça que vous voulez savoir. Des cambriolages de pharmacie, des vols d'ordonnances, des cambriolages et même des brigandages pour se procurer de quoi acheter de la drogue. Ça, c'est un phénomène qui est en augmentation. Et puis, la toxicomanie entraîne aussi de graves dommages économiques. Pensez à tous ces jeunes gens qui sont totalement incapables de travailler, qui sont de véritables invalides, que la société doit entretenir. Alors, il y a quand même là un phénomène qui est un phénomène spécifique et qui doit être une forme de criminalité qui doit être traitée pour elle-même. Alors le drame, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est que les psychiatres sont déconcertés par le phénomène et ne pensent pas que l'internement dans un établissement psychiatrique soit la solution, que la prison, disons, pour rester optimiste, n'est pas toujours la bonne solution. Les parents, fréquemment, désespèrent de leurs enfants, ne veulent plus s'en occuper, alors... C'est un phénomène général de rejet, comme ça? Ah, il y a un phénomène de rejet. Il y a un phénomène de rejet. Et ceux qui acceptent de s'occuper des toxicomanes sont un peu des saints laïcs, n'est-ce pas? Pour un drogué victime de l'héroïne, l'échec n'est ni policier ni médical. L'échec, c'est lui-même qui le vit et qui l'assume. L'éloigner de la société pour le punir ou pour le soigner sans son consentement à lui, c'est le vouer irrémédiablement à la rechute. Il faut, c'est ça ou rien, qu'il ait envie de s'en sortir. Lui seul peut prendre cette décision. Tout ce que peut faire la société, c'est de lui donner cette envie. À Lausanne, nous y sommes, le Centre du Levant s'y emploie. C'est un exemple parmi d'autres, celui-là est officiel. Cela fait plusieurs années qu'il existe, qu'il a tâtonné, cherché, qu'il est allé d'échec en échec jusqu'à la crise. Aujourd'hui, la méthode est nouvelle, l'enthousiasme est nouveau, l'espoir est réel. Ils sont 20 héroïnomanes, tous volontaires, pour 4 éducateurs. Ils sont là pour une année, coupés complètement du monde extérieur durant les 4 premiers mois. Discipline, ordre. Pas de drogue, même mineure, pas de médicaments, pas d'alcool, seuls face à eux-mêmes. Aucun moyen de repli, les chambres sont faites pour dormir, pas pour se retirer. Tout ce qui pourrait leur rappeler le milieu de la drogue est prohibé. L'espoir est réel, disions-nous. Il faudra néanmoins attendre plusieurs années pour le mesurer. Pour l'instant, la vie, j'allais dire l'expérience, se poursuit au Levant, avec ses règles strictes et ses barrières librement consenties et choisies. Chacun y met du sien, noyant son cas personnel isolé dans un échange qu'il n'avait peut-être jamais trouvé jusqu'ici. Je crois que chaque jeune qui vient dans la maison, avec lui, on fait un pari. Et ce qu'on doit lui offrir, c'est quelque chose d'aussi fort que l'héroïne. Sinon, c'est foutu. Et aussi fort à tous les niveaux. Et je dirais que ça implique que on entre dans un mode de relation finalement assez particulier, parce que j'ai le sentiment que pour la plupart d'entre eux, s'en sortir, c'est refaire tellement d'étapes qui ont été grillées, ou qui ont mal été passées, ou pas du tout passées, que, bon, on leur dit souvent, quoi, ici, le Levant, c'est un laboratoire, et on a peu de temps, on a une année. Donc, au fond, il ne faut pas perdre son temps, et plus il pourra y avoir, entre nous, des situations très authentiques, plus il pourra y avoir de conflits, mais assumés, plus il pourra y avoir aussi de moments très chouettes. Ça, c'est des expériences positives, ça va peser dans la balance. Et je crois que le pari, c'est ça, c'est d'accumuler des choses
qui vont tout simplement être des étincelles qui permettront, le jour où on fait un bilan, de dire ça vaut le coup. Le moment important de la journée au Levant, l'échange réel, ce qu'en termes trop savants on appelle la dynamique de groupe. Chacun son tour va se trouver en point de mire. Je peux quand même, disons, dire deux mots par rapport à ce qu'on a discuté ce matin avec Geneviève, pour que les choses soient bien claires entre tous. C'est qu'on a fait un groupe spécial ce matin, suite au départ de Geneviève d'hier, que dans le cadre du groupe, Geneviève nous a dit « je reste », je l'ai fait répéter 3 fois, et puis 5 minutes après, elle venait au bureau me dire « j'ai envie de partir ». Alors, moi j'aimerais répéter simplement ce que j'ai dit à Geneviève, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, et qu'au fond, les gens, on soit tous bien d'accord. Hein. À savoir que j'ai demandé à Geneviève, dans l'état où elle était actuellement, je lui ai dit que c'est impossible qu'elle prenne une décision. Et que c'était inadmissible qu'on passe 1 heure de groupe et qu'elle déclare d'accord, je reste, et que 5 minutes après, elle dit je reste. Alors je lui ai demandé de rien remettre en question concernant son départ, en tout cas jusqu'à lundi. En me disant qu'il y a suffisamment de choses à tasser pour finalement pas maintenant continuer de vivre je reste, je pars. Et que je devais rester en tout cas jusqu'à lundi, mais que lundi, on voulait qu'elle nous confirme. Soit qu'elle restait vraiment, et on repart comme on l'a dit ce matin, soit que véritablement elle préfère une autre solution, et à ce moment-là, elle part. Mais jusqu'à lundi, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'alternative, je reste, je pars, parce que toi-même, tu te mets dans une situation impossible, et ça te permet de rien faire, et puis les autres, ben c'est tout ce qu'il y a de plus désagréable. Alors, comment tu ressens ça? Est-ce que tu peux nous dire si tu es d'accord? Non, jusqu'à lundi, je suis d'accord. Jusqu'à lundi, ça se passera. Oui. Il y a des moments de la journée. Ouais, je suis sûre que je vais rester, quoi. Puis d'autres. Ouais, je me rappelle que j'ai encore beaucoup de trucs à montrer, tout ça. Puis ça me donne envie de partir. Mais par exemple, les gens qui sont ici, je sens vraiment quelque chose. Quoi. J'aime bien tout le monde, tout ça, mais j'ai pas non plus envie de rester pour ça. Et si tu restais, ce serait pourquoi? C'est quand même pour arrêter de shooter, pas retrouver la même vie que j'avais avant. Parce que je sais que... Enfin, non, je suis pas sûre si je sors. Peut-être que je retomberai un peu comme avant, puis qu'ensuite je bifurquerai, mais j'ai un peu peur quand même d'essayer. Tu bifurques de l'héros à la mort, Mais comment peux-tu? Non, je me lancerais peut-être d'autres choses, peut-être dans un travail qui me plairait. Non, mais je veux dire, essaye de ne pas fuir, parce que là, c'est vraiment le petit nuage rose. Hein. Tu es parti hier matin, tu es revenu à 8h, entre-temps, tu t'es shooté. Tu nous l'as dit ce matin. On est d'accord? Ou bien, tu nous as menti? Non. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qui va changer jusqu'à lundi pour te permettre de sortir et de vivre autre chose? Je crois que les gens qui viennent ici, par exemple, sont des gens que je respecte profondément et qui ont un mérite fou d'oser s'engager dans un truc aussi difficile, pas tant à cause de la discipline, pas tant à cause de ce qui est exigé d'eux, mais surtout au niveau de leur remise en question. Parce que, comme ils disent eux-mêmes, ce qui est dur au Levant est peut-être plus dur que la tôle. C'est pas le règlement, c'est qu'ici on triche pas. C'est qu'en fait ici on nous demande de jouer le jeu et d'essayer de faire tomber le masque. Et combien de gens peuvent le faire? L'autre jour il y en a un qui me disait allons à Saint-François à midi, puis on prend 15 personnes, puis on les met au Levant, puis on regarde combien de semaines ils tiennent, combien de jours ils tiennent. Je crois qu'il y en a peu qui tiendraient. Pour moi, je suis sûr que dépasser le shoot, ça a été le plus gros problème de ma vie, et qu'il n'y en aura pas des plus gros. Tout ce qui se présentera maintenant, je dirais, je peux le dépasser, parce que j'ai bien dépassé une chose qui pour moi était immense. C'est vrai que pour les jeunes qui viennent ici, qui voient un ancien leur ouvrir la porte, qui est bien, qui est content, qui est souriant, qui aime ce qu'il fait, qui peut leur parler de la maison ouvertement, les faire visiter, etc.,
c'est quelque chose de fantastique, parce qu'au fond, il est pour eux la preuve visible qu'on peut s'en sortir sans trahir. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous appelez trahir? Trahir, c'est-à-dire considérer que leur vécu de toxicomane est quelque chose à bannir, à mettre de côté, il ne faut plus s'en souvenir. C'était l'enfer. Non, c'est pas vrai. À partir du moment où ils peuvent utiliser leur vécu de toxicomane, justement dans la relation avec les autres, ce qui ne signifie pas qu'ils deviennent tous des éducateurs, non, mais qu'ils ont tous la notion d'aide par rapport à l'autre. Et du coup de main à donner, ça c'est génial. Durant les 4 premiers mois, c'est l'absence de toute relation, y compris téléphonique ou épistolaire, avec la famille, les parents. C'est qu'il est rare au jeu des névroses que l'on ait appris à jouer tout seul. Dure accusation pour les parents, sujet sérieux de réflexion, il y va de la vie de leurs enfants. La drogue, c'est trop souvent au départ une carence affective. Il y a eu cette période à l'hôpital. Là, j'ai discuté avec quelques docteurs qui étaient plutôt négatifs. Enfin, il semblait qu'il n'y avait pas de possibilité qu'en lui pour faire quelque chose, que c'est lui qui devait tout seul faire le bout de chemin, qui devait le sortir de ça. On se révolte contre ça quand on est une mère? Oui, on se révolte. Oui, je suis descendue depuis l'hôpital jusque chez moi, complètement révoltée. Contre qui? Contre les médecins? Oui, contre les médecins, contre le fait qu'on vous dit je pense pas que votre fils s'en sortira, il vous faudra beaucoup de courage, il faut essayer de l'aider, il faut garder sa confiance, mais une guérison, on ne peut rien promettre, c'est tellement aléatoire. Un peu comme si on vous annonçait sa mort, en fait. Exactement. C'est en tout cas l'effet que ça m'a fait. Je pense pas que c'est ce qu'on voulait me donner comme impression, mais à moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Vous en avez parlé à vos amis, à votre famille? Non, d'abord, au début, je l'ai gardé pour moi. Pour quelle raison? C'est un secret? C'est une... C'était quand même déjà l'affaire de mon fils qui avait 25 ans. Il m'en avait parlé. Je trouvais ça assez formidable, mais je ne me sentais pas le droit d'en parler autour de moi. C'était lui qui devait le faire, c'était pas moi. Vous étiez seule dans la confidence? Un bout de temps. Et quand ça a été trop gros, un jour, j'en ai parlé à mon mari. Et lui, comment a-t-il réagi? Il l'a compris mieux que je pensais. Il était très choqué, mais il l'a compris mieux que je pensais. Il nous a accordé une interview. Vous pensez que c'est bien qu'elle l'ait fait ou... Moi, je trouvais bien de peut-être donner les deux côtés du miroir, parce que on voit peut-être des toxicophiles qui sont habillés bizarrement, puis on se dit, bon, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. On a peut-être tendance à oublier qu'ils ont des parents. Et souvent, peut-être les parents se disent, on n'a pas du tout envie de parler de ça. Et je trouvais bien que quelqu'un se dise un jour, bon, je vais peut-être dire en tant que mère de la toxicose ce que je pense de ce qui s'est passé. Et puis ça peut remettre la drogue à sa juste place, que c'est plutôt, je dirais, la maladie d'une mauvaise entente familiale. Mais je crois que c'est le résultat de ça, et de beaucoup de choses. Mais je crois que ça part de la famille quand même. C'est une maladie pour vous? Je dirais un profond déséquilibre, peut-être affectif. Parce que pour moi, l'héroïne, c'était peut-être le concentré d'amour qui ne se trouve pas autre part. Et dans les premières injections, je ne voyais pas tellement de danger, parce que je me disais, c'est tellement grand, c'est tellement beau, que c'est pas avec ça qu'on peut se tuer. On se suffit à soi-même dans l'amour quand on se drogue, c'est ça? Je crois qu'on se baisse soi-même. Et de faire ça, il n'y a peut-être que l'héroïne qui peut le donner. Mais je comprends mal, parce qu'en fait, bon, je comprends lorsque vous dites qu'on se suffit à soi-même, mais vous aviez sous les yeux quand même des gens, je pense, qui étaient dans la phase finale de la drogue, c'est-à-dire qu'ils allaient mourir. Bon, là, il y a toujours ce réflexe de se dire, moi, j'ai jamais été tellement marginal, et j'ai jamais vécu dans ce milieu-là. Alors, je me disais, avec les cartes que j'ai, c'est un appartement, un boulot, et peut-être une hygiène de vie
assez réglé. Je me disais, je peux peut-être shooter une fois par semaine, mais sans que ça pose trop de problèmes. Et moi, je ne passerai pas où les autres ont passé. Et ça a duré quand même pas mal de mois. Je crois que j'ai vécu peut-être une année et demie, comme ça. Avant de sombrer. Avant de sombrer. Regardez ces photographies. Elles montrent la même personne à différentes périodes de sa vie. Trajectoire intéressante qui détruit en partie la théorie de la prédisposition. Bombay, 1972. Après 6 ans de drogue, de la prison, et puis tout à coup 4 mois où tout d'un coup ça va bien et il y a le déclic comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos parents, de votre mère par exemple? Elle qui a vécu ça finalement avec vous. Hein. Donc moi je m'entends très bien avec mes parents et c'est effectivement une question intéressante parce que je pense que les parents doivent quand même pas mal en souffrir. Ils m'ont vu d'abord commencer dans la musique, j'étais musicien, j'ai commencé la drogue par là, j'ai fini dans le shoot, dans le fixe et j'étais 2 ans en prison. Mes parents venaient me voir à chaque visite en se disant peut-être ça lui aura appris, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est le milieu de la prison, ça lui aura peut-être appris et fait comprendre qu'il faut arrêter. En sortant, c'était que davantage. Une fois une overdose, on m'a dû me mener à l'hôpital. Et je pense, je vois, ils souffrent beaucoup de ça. Ils ne trouvent pas la solution, elle n'est pas possible. Ils ne peuvent pas trouver une solution tout d'un coup pour un problème qu'ils connaissent de par vue. Dans les autres personnes, ils n'ont jamais vécu. Et je pense que là, bon, les 4 premiers mois, on n'a pas du tout de contact avec eux. Mais je pense que maintenant que je vais sortir dans les week-ends, ils vont me voir. Ça va vraiment leur faire plaisir parce qu'en 4 mois ici, on évolue beaucoup. Vous avez revu votre mère, votre père durant ces 4 mois? Moi, je les ai vus une fois chez le dentiste. C'était par hasard. Et déjà, ils ont remarqué qu'il y avait une joie de vivre parce qu'on voit sur le visage du type... Il recherche son extase, il recherche son fixe, puis c'est tout. Dites là, même 5 minutes, 10 minutes, on voit qu'une conversation ou quelque chose, on s'intéresse à quelque chose. Et puis alors, le changement est énorme. C'est surtout les autres personnes qui peuvent le voir sur nous. Plus que nous-mêmes, nous, on le voit, mais les autres personnes sont frappées carrément par la différence de... Là, vous êtes... je m'excuse de vous poser cette question brutalement, mais vous êtes sincère, vous êtes encore un double face ou bien... par rapport à moi, là, je vous pose une question. Mais... Ouais, non, vraiment pas. La double face, on l'a tous au début. Mais moi, vraiment, j'ai réalisé que je peux être aimé tel que je suis. Que j'ai pas besoin de mettre une facette ou de dire des choses que je ressens pas vraiment. Mais pas tricher, là, dans l'interview. Non. Et si je vous dis ça maintenant, j'espère que ça peut aider d'autres gens à se dire mais il était quand même assez longtemps dans le fixe et je crois que pour d'autres aussi il y a la solution de s'en sortir. Mais je crois que la solution elle n'est pas partout. C'est pas aller à la montagne 6 mois, cure de sommeil et tout ça qui va sortir. Il faut travailler avec la tête, il faut être lucide toute la journée. C'est pas en cure de repos qu'on fait une désinto.